Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Vous allez bien? Je vais bien, je suis contente d'être dans cette émission où la violence est permanente. Oui, ça, je vous reconnais bien là. Et oui. là, on les a en fait réunis sous le titre Chasse à l'homme, parce que c'est vrai que c'est des courses-poursuites très différentes. Très différentes, mais très haletantes. Voilà, et donc ça va être extrêmement violent pour faire plaisir à Christine Ferniaud. Merci beaucoup. d'abord, Thomas Broneck, La Meute, son nouveau roman chez Equinox Les Arènes. Une violence très quand moquettée. même, oui, très moquettée, voilà, très chic, mais quand même. Chez Rivage Noir, Le Jardin, un roman d'une Coréenne qui s'appelle Ye-Yang Pyun. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais bon, c'est pas mal comme je ça. le tente comme ça. Et puis un roman chez Belfond Noir qui se passe en Afrique du Sud, mais qui est écrit par un Allemand qui s'appelle Max Annas. Et ça s'appelle Enfer Blanc. Alors, on commence par Thomas Broneck. On commence par La Moquette de l'Élysée. La Moquette de l'Élysée. Voilà. Alors, Thomas Broneck, on le connaît bien, il est journaliste, c'est un spécialiste de politique et d'économie. Il avait notamment écrit un document, il a commencé très sérieusement, qui s'appelait Bercy au cœur du pouvoir et qui montrait les arcanes, en fait. Ça lui a bien servi, effectivement, pour commencer à écrire des romans. En fait, il a exploité toutes ses connaissances pour un premier polar qui s'appelle Les Initiés, qu'on avait beaucoup aimé. Déjà. Et donc là, on était dans les arcanes de Bercy, c'est-à-dire au cœur du pouvoir de la finance. Et puis, il a continué, en fait, et il est... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une série, peut-être, avec des saisons. C'est une trilogie, en fait. Oui, c'est une trilogie, mais il y en aura peut-être un quatrième, on ne sait pas. Il avait l'air de dire que ce serait une trilogie, mais... D'accord. On lui accorde toute la suite possible. Oui, parce qu'on se régale à chaque fois. Alors, il y a eu après Les Initiés en Pays conquis. Alors là, on était dans les conseillers de l'ombre des politiques et des gouvernants. Et puis là, donc, le troisième, La Meute. Et cette fois-ci, ce sont les spécialistes de communication qui sont mis en avant. Et ils montrent en fait le pouvoir de la com de plus en plus important. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le discours politique, parfois, malheureusement, la com est largement aussi importante que le fond. C'est le storytelling, c'est tout ça. Oui, tout à fait, avec les dérives, évidemment, qu'il aborde extrêmement bien. Voilà, donc c'est un très beau sujet, mais c'est vraiment un polar, c'est même un thriller. Alors ça se passe légèrement en avance dans le temps, puisqu'on est entre janvier et mars 2020. Donc on est en plein dans la réalité de ce qu'est le pouvoir aujourd'hui et le pouvoir des élites, mais voilà, c'est un roman donc qui décale pour que ça soit une fiction. Donc il imagine que les Français, par référendum, ont voté le Frexit, qu'il y a une présidente de la République qui est issue de la droite classique et qui a beaucoup de mal, un peu à la manière de Theresa May, pour négocier avec l'Union européenne la sortie de la France de l'Union. Bientôt, il va y avoir des présidentielles, et c'est là où on se rapproche du cœur du livre. Il va y avoir deux candidats opposés, ils sont tous les deux de gauche. Mais il y a un homme et une femme, il y a un vieux et une jeune. Alors, le plus âgé, c'est en fait un ancien candidat socialiste qui a déjà été président de la République, qui aimerait bien y revenir. Ça rappelle rien du tout. Ça rappelle rien du tout, c'est une gauche rose claire. Et en face de lui, il y a une jeune femme, alors elle, beaucoup plus novice en politique, beaucoup plus jeune, donc très ambitieuse, et elle, alors, d'une gauche beaucoup plus radicale et aussi très féministe. Elle s'appelle Claire Bontemps. Alors, va donc y avoir ce combat entre les deux, c'est ça que raconte le livre, avec les équipes de communication derrière. Et ça commence au moment où le candidat ex-président va voir ses différents comptes sur Internet pourris, en fait, par des trolls. On va l'accuser d'addiction à la pornographie. Au-delà même du harcèlement sexuel, c'est vraiment la pornographie. On dit qu'il est addict aux sites porno, etc. Et ça va prendre une ampleur considérable. C'est comme ça que ça commence. Et ça commence très fort, justement, on est au cœur tout de suite du sujet, et c'est ce que réussit bien Thomas Broneck chaque fois, c'est de partir d'un fait qui n'est pas un fait minuscule, mais qui est un fait très précis, pour développer quelque chose comme ça en toile d'araignée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je comprends bien, vous avez bien aimé. Si j'ai laissé entendre que ce livre m'avait enthousiasmé. On l'avait deviné. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est parler à la fois des fake news,
alors on dit beaucoup de mots anglais, hein, c'est un peu embêtant Ouais. parce que c'est de tout ce Les qu'on fausses raconte nouvelles. autour des personnalités, ce storytelling effectivement qui s'installe. Et puis, vous avez raison, c'est autour de ce personnage et des mensonges qu'on peut raconter, mais c'est aussi autour des femmes en politique, de la difficulté qu'elles peuvent avoir aussi à entrer en politique. Et ça donne énormément d'éléments à la fois sur les nouvelles générations, la façon dont on envisage la politique aujourd'hui, les vieux sages et puis ceux qui sont un peu des vieux requins aussi, et des jeunes requins. Et tout ça se met en place. Et comme vous le disiez, c'est un roman, c'est-à-dire c'est un roman noir et c'est un thriller et on lit avec passion la suite pour savoir un petit peu où vont aller cette jeune femme, cet homme vieillissant, comment ils se rencontrent, comment ils se connaissent, comment ils s'ignorent et la chose augmente comme ça de plus en plus. Alors, vous aimez tous les séries, nous aimons les séries. Mais s'il y a bien une chose qui domine, c'est que le roman, quand il est comme celui-ci, construit un peu comme une série, mais extrêmement romanesque, eh bien finalement le roman, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est bien meilleur qu'une série, c'est bien plus passionnant de le lire. Et même s'il utilise énormément tous les trucs, puis de temps en temps, il a peur qu'on se perde un peu, alors il nous redit un petit peu tout ce qui se passe, et là, il essaie de remonter comme ça un petit peu la sauce thriller, mais c'est vraiment très réussi pour moi. Oui, c'est très, comment dire ça, d'abord c'est très visuel. C'est pour ça qu'aussi on pense aux séries. C'est pas du scénario, heureusement, parce que le scénario, c'est quand même... c'est écrit. C'est écrit. Vraiment écrit. Il a une plume très rapide, il a une plume très claire, il a un rythme, alors parce qu'il y a énormément de chapitres, donc ça va vraiment très vite. C'est un thriller, donc ça se lit très bien, mais je trouve que ce qui montre... En fait, il y a deux sujets. Ce qui montre sur le machisme en politique, le harcèlement sexuel et tout, on est très dans l'après-MeToo, en fait, là. C'est vraiment intéressant. Et d'autre part, le pouvoir de la com. Et comment aujourd'hui, le storytelling, mais aussi la création de toutes pièces d'actualité pour maîtriser l'agenda au détriment, bien sûr, des questions de fond. Et c'est très juste. Et on retrouve, comme il a été journaliste et on sent que c'est à la fois documenté, c'est réel, ou au moins, en tout cas, tellement réaliste, tellement possible, tellement bien terrible. Sûr, et c'est vrai que ces deux sujets, entre les femmes en politique et ces mensonges permanents, ça donne un livre passionnant jusqu'au bout. Oui. Je me disais d'ailleurs qu'il faudrait, Christine, que vous vous lanciez en politique. On a besoin de vous, parce que quand on voit la situation, la catastrophe actuelle... Je me disais, tiens, il faudrait que Christine s'y mette. Voilà, ça ne vous dit pas, la politique? Écoutez, on en reparlera une autre fois. Je vais d'abord lire quelques livres. Voilà donc la troisième saison de la série sur les élites et le pouvoir politique en France de Thomas Broneck. Ça s'appelle La Meute et c'est paru tout récemment chez Equinox Les Arènes. Voilà, d'ailleurs un livre extrêmement bien agréable. Ouais. Très beau. Et puis alors maintenant, c'est vous qui allez travailler, Christine, qui allez nous présenter le roman chez Rivage Noir d'une Coréenne qui s'appelle Ye Yang-pyun. Je ne sais pas vous comment vous le prononcez, vous allez le dire. Je sais pourquoi vous m'avez proposé de présenter ce livre-là. J'ai hâte d'ailleurs de vous entendre. Il n'y a pas de piège. J'ai hâte de vous entendre prononcer également le nom du traducteur, qui est également coréen. Ça s'appelle Le Jardin. Alors c'est quoi ça, ce roman-là, Christine? Alors c'est vrai que c'est une jeune femme. Ye Yang-pyun est une femme. Elle est coréenne. Elle a écrit des nouvelles auparavant que je serais très curieuse de lire parce qu'elle a un sens comme ça de l'économie de moyens qui est tout à fait intéressant. Et pour ce livre, qui est donc le premier livre traduit en français, Le Jardin, elle a eu le prix Shirley Jackson. Shirley Jackson, c'est une romancière américaine qui a écrit La Loterie, qui a été adaptée en bande dessinée par son petit-fils Miles Simon, et ça donne un livre d'une grande beauté parce que Miles Simon a autant de talent que sa grand-mère pour dessiner et peindre cette histoire. C'est aussi elle qui avait écrit Nous habitons toujours le château, je ne me souviens plus exactement du titre, Nous avons toujours habité le château, qui est un livre effectivement un peu horrifique, un peu mystérieux. Et ce prix Shirley Jackson lui convient tout à fait pour cette histoire du jardin avec
Augie, qui est donc un homme, disons un homme moyen, voilà, qui marié, qui va prendre sa voiture un soir avec sa femme, va avoir un accident de voiture, la femme meurt et lui se retrouve dans un lit sans pouvoir bouger, avec pour seule possibilité de cligner de l'œil pour s'exprimer. Et à partir de cette histoire qui pourrait être assez banale, Yi Yong-pyun va construire une histoire extrêmement horrifique, extrêmement inquiétante, parce que cet homme immobile ne va pas rester à l'hôpital, il va être... il va retourner chez lui avec sa belle-mère, qui est sa seule famille. Et cette belle-mère n'est pas forcément sa meilleure amie, mais on n'en sait rien, puisqu'il n'y a que lui qui s'exprime à l'intérieur de ce corps immobile et monte une espèce d'inquiétude, d'angoisse, de mystère. Et oui, parce qu'il s'aperçoit, en regardant par la fenêtre de sa chambre, que la belle-mère, elle cherche à occulter le jardin de l'extérieur en faisant pousser des... en fait, elle transplante des végétaux pour qu'on ne puisse plus rien voir. Attention, n'en disons pas trop. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, parce que ce n'est pas tellement un genre de livre qu'on lit tellement habituellement. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est plus dans la psychologie, dans le mystère. Et je me demande ce que vous avez pensé de ce livre. En fait, j'ai adoré ce livre. Vous avez une belle-mère. Ma belle-mère, peut-être qu'elle va regarder l'émission, donc ma belle-mère est formidable et elle est, en tous les cas, nettement moins inquiétante que celle mais elle n'est pas coréenne. Elle n'est pas coréenne. Mais peut-être qu'il y a des belles-mères coréennes tout à fait sympathiques. J'espère que toutes les belles-mères peut-être est-elle sympathique. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, moi, elle m'a fait penser quand même un peu, c'est vrai que tout le monde a vu la ressemblance, mais ça fait penser à cette personne qui séquestre un écrivain dans Misery de Stephen King. Donc c'est quand même le genre de personne avec laquelle on n'a pas envie d'être enfermé. De se rapprocher de Stephen King pour parler de ce livre, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté très insidieux. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'abord, c'est que c'est l'écriture. C'est-à-dire que c'est une histoire, au départ, quand ça commence, c'est terrible. Et on est, nous, lecteurs, pleins d'empathie pour ce pauvre Augie. Parce qu'il se réveille, il ne sait pas où il est, il voit un milieu un peu blanchâtre, il s'aperçoit qu'il ne peut plus bouger, qu'il ne sent rien, qu'il peut juste cligner la paupière, qu'il ne peut plus parler. Donc on est forcément dans l'empathie. Il comprend qu'il est à l'hôpital, il réalise qu'il a eu un accident de voiture, que sa femme est morte. Donc c'est terrifiant. Or, l'écriture est glacée, elle est clinique. Il y a un regard totalement à distance, il n'y a aucun affect et aucune empathie. Et c'est comme ça jusqu'au bout. Et ça, c'est très fort, parce que ça crée un malaise massif. Absolument. Et de ce fait, il est terrible, le thriller est formidable. Et même pour raconter, à un moment, il parle du couple. Alors, ils dînent et ils vont faire une petite promenade de santé et ils rentrent comme d'habitude. Et il y a toute cette... elle exprime admirablement bien la banalité des jours et l'ennui profond et un couple qui n'est là, qui se délite en fait. Elle parle de la solitude à deux. Le fond est très sombre. Elle parle de la solitude à deux, de l'usure du couple. Elle parle de la vacuité de la routine quotidienne. Tout ça avec très peu, avec une économie de moyens incroyable. Total. Et alors sur le suspense, ce qui fonctionne très très bien, c'est qu'en fait il y a deux éléments qu'elle tricote habilement. Il y a d'une part ce que vous avez dit, effectivement, on ne peut pas trop en dire, mais on se demande quand même, on est quand même très inquiet pour ce pauvre Augie, vu l'attitude de plus en plus agressive de la belle-mère, on se demande ce qui va lui arriver. Et d'autre part, comme vous l'avez souligné, on est tout le temps dans le point de vue d'Augie. En fait, Augie est enfermé dans son corps qui ne répond plus, et nous, on est enfermé dans le cerveau d'Augie, puisqu'on n'a que son point de vue. Donc, il y a un effet de claustrophobie très inquiétante, et puis alors, au bout d'un moment, quand même, assez vite, au bout de 50 pages, on commence à douter de ce que raconte Augie. Qu'est-ce qu'il raconte quand il parle de sa femme, qu'il parle de son couple? C'est que son point de vue. Et on s'aperçoit que peut-être il n'a pas toujours été très reluisant. C'est vrai que c'est un livre avec des tas qui s'effeuillent formidablement bien.
Et jusqu'au bout, on est dans l'expectative, dans le mystère. Ouais. Très réussi. Non, c'est un très bon livre. Je vais vous laisser dire le Non, nom du c'est vous traducteur. qui dites le nom Pas du traducteur, parce que Il j'adore n'en est vous pas en... question. Mais pourtant, j'aime bien quand vous prononcez le coréen, je trouve vous Non, le je faites vais très redire bien. Ye Yong-pyun Voilà, pour alors- Le Jardin aux Alors, éditions Rivage c'est Noir. traduit du coréen par Lee Myung-hee avec la collaboration de Lucie Maud. Ah, ça, Ça va. c'est trop Lucie facile. Maud, ça va. Voilà, donc ça paraît chez Rivage Noir, on vous le commande chaudement parce que c'est très singulier, on lit rarement des singulier, romans c'est comme le ça mot, tout à et fait. c'est vraiment formidable. Et puis alors le troisième dont on voulait vous parler, c'est un Allemand qui a écrit le livre, mais c'est un journaliste et il a vécu longtemps en Afrique du Sud. Donc Ça, c'est sûr. Il connaît bien, très bien. Voilà. bien de ce dont Et il parle. il s'appelle Max Annas et le livre s'appelle Enfer blanc et ça paraît chez Belfond Noir. Alors, c'est son deuxième roman, mais c'est le premier traduit en français. Donc on le découvre, nous, en France, et on est ravis de le découvrir parce que c'est vraiment très bon. Ah bah, vous dites ça tout de suite. Oui, mais vous aurez le droit de ne pas être d'accord. Ah, ça attention, m'étonnerait. Et alors, d'ailleurs, il a eu ce livre, vous parliez du prix Shirley Jackson pour Le Jardin. Lui, il a reçu en fait le plus haut prix en littérature criminelle en Allemagne, qui s'appelle le Deutscher Krimi-Preis. Pas mal. En 2017. Ouais, je prononce aussi bien l'allemand que le coréen. C'est éblouissant aujourd'hui. Alors, on est donc en Afrique du Sud. Ça se passe en 2 heures. D'ailleurs, les horaires sont donnés quasiment minute par minute. Ça se passe en 2 heures. Et d'ailleurs, on ne s'arrête pas une minute. Hein, non, de ça fait courir. 190 pages et il y a 115 chapitres. Donc, rapide, c'est extrêmement physique, c'est extrêmement visuel, parce qu'en fait, c'est vraiment une chasse à l'homme. En fait, une course-poursuite, une chasse à l'homme. Voilà, en fait, pour faire le pitch, comme on dit, très rapidement, c'est un jeune étudiant noir qui est donc dans une grande ville, on ne sait pas laquelle, mais en banlieue, dans une banlieue. Il est en voiture, la voiture tombe en panne. Or, on est en février, donc il fait une chaleur à crever, c'est insupportable, et c'est l'heure du déjeuner. Et donc, il veut demander de l'aide dans un endroit, il est juste à côté, une résidence. Alors, comme il y a en Afrique du Sud, c'est des résidences réservées aux Blancs, ultra sécurisées, avec des grands murs, des caméras partout, des vigiles, etc. Et il entre. Et là, il y a un vigile qui s'aperçoit qu'il y a un noir dans la résidence. Donc, ils foncent sur lui parce qu'évidemment, tous ces préjugés noirs rien n'a bougé, on égale est danger. C'est terrible, c'est terrible. C'est ça qui montre et qui est passionnant et terrifiant. Et alors, lui, il va commettre une erreur, c'est-à-dire que quand il va voir que le vigile l'a repéré, il se met à courir. Et à partir de là, c'est la chasse à l'homme jusqu'au bout pendant 2 heures. Et c'est un engrenage permanent. Et c'est... Vous alliez me demander ce que j'en pensais. Pas encore, je voulais juste rajouter, parce que vous allez sûrement en parler, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 actions en parallèle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vient de dire, mais il y a aussi, dans cette résidence, 2 cambrioleurs, noirs également, qui sont en fait dans une maison, et qui vont découvrir dans la maison où ils volent des trucs, ils ont l'habitude de ça, c'est vraiment ils vont découvrir dans le congélateur, dans le garage de la maison, un cadavre. Donc voilà, avec ça, il en fait une farce absolument incroyable. C'est un livre une drôlerie, très drôle, violence, alors que le sujet est épouvantable. Ouais. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que à un moment, je me demandais si même ce cadavre dans le frigo, on aurait pu s'en passer presque, parce que toute l'histoire... C'est vraiment cette espèce d'engrenage abominable de quelqu'un qui a eu le tort de courir au début et qui va courir en permanence pendant tout ce livre pour essayer de trouver la sortie, de sortir de cette espèce de cauchemar, puisque c'est un cauchemar. Enfer blanc, voilà. Et c'est vraiment très réussi pour ça, parce que effectivement, le rythme est très rapide, les chapitres sont courts, on n'arrête pas une seule seconde de respirer, de soupirer, et c'est drôle. C'est-à-dire que cette situation épouvantable finit par être aussi amusante, parce que l'auteur arrive toujours à montrer le ridicule d'une situation, l'abomination blanche, la peur noire. Et c'est ce mélange comme ça, très très fin, d'une histoire qui est une histoire tragique sur le racisme poussé à bout et qui ne change rien aujourd'hui. Voilà, le repli communautaire. Et cet ensemble ultra sécurisé où
on est coupable de toute façon. Ouais. Et en même temps d'être amusant avec, bon, à la fin, je ne vous dis rien. C'est mais un il faut chaos aller à la jusqu'au fin, mais il bout, faut et vraiment le lire. C'est chaotique Ouais, c'est ça. et jouissif. Ouais. Oui, vraiment. Alors il réussit sur le plan dramatique, c'est merveilleusement composé, il y a une montée de la tension au millimètre, c'est vraiment formidable. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que ce choix a priori étonnant de traiter un tel sujet par la farce, par le grotesque, par la caricature, en fait, ça accentue en fait le propos. C'est-à-dire que les préjugés de ces gens, l'abomination effectivement qui passe, est encore développée. C'est vraiment Donc c'est réussi d'une pour ça. efficacité formidable. Tout à fait. Donc on est là aussi, On est un peu d'accord aujourd'hui. on est un peu d'accord sur les trois. Oui, mais j'aime bien d'habitude que souvent vous n'êtes pas d'accord. Oui, c'est vrai. Mais Écoutez, non, si les livres sont bons, les livres sont bons. les je livres vais sont pas- bons, voilà. Donc Max Allons-y. Annas, Enfer blanc, traduit de l'allemand par Mathilde Sobotke, et ça paraît chez Belfond Noir. Voilà, vous avez de quoi faire là pendant jusqu'au prochain Cercle Polar. Il y a de la lecture. Oui, juste un mot pour terminer et saluer la disparition, enfin, saluer la disparition, c'est vraiment pas le mot qui convient, mais dire à quel point nous sommes tristes de la mort de Nick Tochas, qui a disparu à 69 ans il y a quelques jours. C'était un autre... C'est idiot à dire, mais cet homme avait une allure folle. C'était un homme du rock, et avec une distance, une élégance et une folie extraordinaire. Je me souviens d'avoir lu Hellfire sur Jerry Lee Lewis, et puis aussi ce qu'il avait écrit sur Dean Martin, donc des biographies absolument fabuleuses, mais aussi c'était un romancier puissant avec Trinité que vous aimez beaucoup. Ah Trinité, moi je le tiens pour un des chefs-d'œuvre du polar contemporain, clairement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que sa disparition, c'est une grande tristesse, et on perd à la fois quelqu'un qui aimait effectivement une vie rock, et qui avait une écriture d'une grande puissance et puis beaucoup d'élégance. Voilà, beaucoup d'élégance. À la fois de la poésie et de et une espèce de folie qu'on regrette beaucoup. Oui, oui. Je pense que vous le connaissez si vous vous intéressez au polar, mais si vous ne l'avez jamais lu, il faut vraiment lire Nick Tochas. Oui, c'était bien, Christine, de rappeler Soulignons ça. ces choses-là. Soulignons. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir.